Tu es là? Oui, bonsoir. Bonsoir Lauriane. Merci d'avoir envie de participer et d'apporter, on se tutoie, hein, d'apporter ton témoignage. D'accord, mais je t'en prie. Euh, donc toi, c'est quelque chose que tu connais. Est-ce que c'est toi qui est victime d'addiction ou est-ce que c'est ton partenaire? Alors non, c'est mon conjoint. D'accord. Et la capsule m'a beaucoup parlé parce qu'effectivement, lui, il a aussi un problème d'alcool Ok. important. Et c'est vrai qu'on en souffre tous les deux. Du coup, ça fait D'accord. souffrir tout le monde. D'accord. Donc il a une addiction à l'alcool. Ok. Ouais. Est-ce que c'est une addiction qu'il avait lors de votre rencontre déjà? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà présent au début de la relation? Alors, il buvait, mais de temps en temps. Voilà, de temps en temps, c'était festif. C'est vraiment quelque chose qui vient petit à petit. Je me suis pas rendu compte en fait tout de suite qu'il buvait tous les jours et que ça devenait un problème. Je me posais pas la question en fait. Et D'accord. c'est vraiment avec les années où c'est devenu tous les jours plus, il ne pouvait pas se coucher s'il n'était pas ivre D'accord. et on ne pouvait pas parler. C'était, ouais, c'est devenu de plus en plus difficile avec le D'accord. temps. D'accord. Mais il y avait déjà quelque part au moment de la rencontre quand même ce phénomène addictif, mais qui était moindre. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Je m'en suis D'accord. pas rendu compte. Pour moi, c'était parce que voilà, c'était, il était joyeux, il était festif, il Hmm. aimait bien boire. Hmm. Et ça me posait pas spécialement de problème. D'accord. Parce que voilà, il avait pas l'alcool mauvais, ses amis étaient comme lui, ils buvaient aussi, donc oui, je me suis pas posé la question sur le moment. C'est D'accord. vraiment avec le temps. Comme Hmm. moi, je bois pas du tout, Oui. ça nous a éloignés au fur et à D'accord. mesure. On se rend D'accord. plus compte en fait quand on boit pas et qu'on observe son conjoint Hmm. qui s'alcoolise tous les jours. Hmm. C'est là qu'on commence à se dire il y a un problème. Quand D'accord. vraiment c'est tous les jours, Oui. au bout d'un moment, on essaye d'ouvrir les yeux. Hmm. Et nous, ça prend déjà du temps et essayer de faire comprendre à l'autre qu'il y a un Hmm. problème, c'est encore pire. Parce que là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors nous, ça fait 22 ans qu'on est ensemble. 22 ans. Et donc, ça fait 22 ans que tu le côtoies et que tu le Ouais. vois effectivement dans cette addiction et tu vis au quotidien avec lui, avec ce phénomène addictif depuis 22 ans. Ouais. D'accord. Ça fait une bonne vingtaine d'années, voilà, que moi j'ai Hmm. pris conscience du Hmm. problème. D'accord. Et comment ça impacte son comportement à lui? Ben, lui, quand il boit, en fait, ça dépend, c'est bizarre parce que quand on est avec d'autres personnes, si on sort, il va être gai, il va être joyeux, il va énormément parler, il va être bien. Et dès qu'on rentre à la maison, on dirait que le masque tombe. Quand il boit à la maison, il devient froid, il se renferme, il devient sec D'accord. et désagréable. Alors il D'accord. crie pas, il n'est pas violent, pas du tout, hein, mais juste il se renferme et il fait peser une ambiance lourde dans la maison qui est très désagréable. D'accord. Parce En fait, qu'aujourd'hui, il boit ouais. tout seul, voilà. Voilà. Il Du est coup, tout seul dans son coin et il boit tout seul. c'est-à-dire que en fait, quand ton partenaire est chez toi, il s'alcoolise seul en fait. C'est ça. Dès qu'il rentre du travail, D'accord. voilà, c'est sa routine maintenant depuis des années. Il rentre du travail, il s'installe dans la cuisine et il se met sur son téléphone et il boit. Et ça dure donc fin du travail, fin de journée, ça dure plusieurs heures, ça dure. Ça dure plusieurs heures jusqu'à ce qu'il se couche. Ouais, ouais. Ok. Parce que moi, Jusqu'à ce qu'il se couche, j'allais ivre. rebondir là et te demander comment ça. Donc lui, son comportement, tu dis qu'il est pas violent, il est juste un peu renfermé. Du coup, Oui, j'allais il est rebondir sur désagréable. comment ça impacte ton quotidien. Je suis en train de me rendre compte qu'a priori, bah, effectivement, ça l'isole énormément. Oui, bien Et sûr. votre quotidien dans le couple, comment vous fonctionnez aujourd'hui avec cet alcool, cette troisième personne là, cette troisième entité, pas personne mais entité qui est présente quotidiennement maintenant? Comment le Alors, couple va? Comment euh, vous gérez? aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Parce Mmh. que ça a été long, 20 ans, c'est long. On Mmh. se rend pas compte, on dit 20 ans comme ça, mais c'est très long. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour accepter ça. J'ai pris la décision de rester parce qu'on a des enfants. Donc, à partir du moment où je savais que j'allais rester avec lui, il fallait que je travaille sur moi pour pas qu'on se dispute tout le temps. Moi, ça a été très dur. Je comprenais pas parce que ça nous éloigne. Il n'y a pas de discussion possible, en Mmh. fait. Parce que soit il est au travail, je le vois pas, soit il est à la maison et il boit, et il y a quelqu'un qui boit, on peut pas discuter avec, c'est Mmh. pas possible. Mmh. Donc du coup maintenant, on a très peu de communication en fait. Il rentre, on dit quelques mots, il va dans sa cuisine et ça y est, voilà, c'est fini. D'accord. D'accord. Ouais, et Et ben c'est triste.
même les Ouais. jours, je sais pas si c'est le week-end où il travaille pas, mais même les jours où il ne travaille, les jours où vous avez pleinement des jours à vivre ensemble, potentiellement si vous en avez, est-ce que c'est le cas, est-ce que vous en avez? Est-ce que, Alors, ouais. on en a de Mm. temps en temps. Là, en ce moment, on a les week-ends. Il essaye. Il essaye parce que voilà, on en a énormément parlé aussi tous les deux. J'essaye de lui en parler quand il est à jeun. Et il essaye de pas boire trop et trop tôt. Mais il me dit de lui-même, il me dit à partir de 11 heures, j'ai les mains qui tremblent, il faut que je boive. D'accord, Donc il sait déjà que physiquement, il peut pas rester trop longtemps sans boire. d'accord. Et il me dit, j'essaye de diminuer pour être moins désagréable, mais ça change rien. Au bout de quelques heures, de toute façon, on revient au même comportement que quand il rentre du travail. D'accord. Et est-ce que donc là, on peut dire qu'au niveau de la vie de couple, elle est quasiment réduite à néant. Peu Ah mais on peut le d'échanges. dire effectivement, ouais. Oui. J'imagine qu'il y a peu de sorties ensemble, peu d'activités en commun, du coup. Mais moi, je veux pas sortir avec lui. Je l'ai fait pendant des années et je passais toujours de mauvaises soirées. Oui. Je surveillais toujours ce qu'il buvait, je surveillais ce qu'il disait. En plus, il voulait toujours conduire et moi, ça m'angoissait. Donc, on se disputait en fait tous les soirs pour pouvoir que moi, je puisse prendre le volant. Oui. Donc, non, moi, je refuse de sortir avec lui. Mais même et des fini. sorties. Même aller chez ma mère, même ça, Voilà. c'était pas possible. D'accord, d'accord. Parce que quand il est, par exemple, chez ta mère, c'est pareil, il a son addiction qui prend le dessus et il maîtrise pas et il s'alcoolise. Ah, oui. Il se resserre tout seul où qu'on aille. D'accord. J'ai déjà eu honte de l'amener chez des amis à moi qui le connaissaient pas et de le voir se resservir tout seul, à table, finir la bouteille. Ah non, c'est horrible. Après, c'est parce que j'ai l'œil dessus. Oui. Peut-être que les gens autour de nous font pas attention. Moi, effectivement, je suis très attentive à ce genre de détails maintenant. Mais je sais que je passerai une mauvaise soirée. Je veux plus du tout sortir avec lui, c'est pas possible. Et est-ce que ça lui est arrivé d'avoir des moments de pause dans son schéma addictif? Est-ce qu'il y a des moments où il arrive à ne pas boire et potentiellement vous pouvez vous retrouver un petit peu? Est-ce que c'est des choses qui arrivent quand même ou pas? Alors, cette année, apparemment, il y a eu le mois de janvier sans alcool. Et il nous avait promis, je vais le faire le mois de janvier sans alcool. Donc les enfants étaient contents. Moi, je m'attendais pas à grand chose, j'avoue. J'ai plus beaucoup d'espoir. Il a essayé. Il essaye. Il est plein de bonne volonté. Il voit qu'il y a un problème, donc il essaye. Mais je pense que tout seul, il peut pas le faire. Et je pense qu'il a besoin d'aide. Comme dans la capsule, tout à l'heure, le monsieur disait qu'elle avait fait des cures. Moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Lui, il peut essayer tout seul, mais je pense pas qu'il ait la force morale et physiquement, et cette addiction le prend aux tripes. Donc, il est pas bien, il tremble, il transpire, il se sent obligé de boire pour être bien. D'accord. Donc, il essaye, voilà, jusqu'à 11, 12, 13 heures, allez, jusqu'à 15 heures, et après, c'est plus possible, il boit. D'accord. Il boit et en fait, il compense. Donc, il se sert des grands verres. Donc, d'accord. Ouais. Et alors, ce qui a l'air intéressant par rapport à ton partenaire, c'est que il n'est pas dans le déni. Il accepte, est-ce qu'il a l'air d'accepter de dire qu'il est effectivement, il subit une addiction, il vit une addiction à l'alcool? Oui, il a été dans le déni pendant plusieurs années, jusqu'au moment où c'était plus possible. En fait, il a fait des prises de sang parce qu'il était pas très bien et les docteurs lui a dit que son état était grave. Le docteur lui a dit que la moindre goutte d'alcool qu'il allait boire pouvait l'entraîner vers un cancer, pouvait l'entraîner vers un coma éthylique. Enfin, il avait des analyses apparemment, je cite le docteur, affolantes. Et c'est là qu'il a pris conscience que physiquement, mine de rien, il était en train de se faire du mal. Et c'est là qu'il avait voulu faire une cure et puis finalement, il a fait marche arrière parce que ça lui a fait peur. D'accord. Ça lui a fait peur d'aller en cure, il a refusé au dernier moment. D'accord. Mais il a pris conscience à ce moment-là qu'il avait un problème. Est-ce que du coup ça veut dire que donc depuis tu dis une vingtaine d'années tu t'es rendu compte que tu étais avec un partenaire qui était sous influence de l'alcool assez régulièrement, très fréquemment même, et donc que tu vivais avec quelqu'un qui était dépendant alcoolique, qu'est-ce qui fait que tu restes dans la relation? Pour mes enfants, je voulais vraiment avoir une famille et une unité familiale. C'est important pour moi. Moi, j'ai vécu seule avec ma mère et quand j'ai fondé ma famille avec lui, c'était pour toujours. Je sais que ça paraît un peu naïf, mais oui, je voulais vraiment qu'on reste soudés tous ensemble. D'accord. Et élever mes enfants avec leur père. D'accord. Donc aujourd'hui, malgré son peu de présence
J'imagine qu'il est aussi peu présent finalement avec ses enfants qu'il l'est avec toi, parce que je pense que ça n'aurait pas de sens. Bien sûr. Voilà. Ouais, donc je pense qu'il est, donc, et malgré ça, malgré donc son peu de présence, tu décides d'accepter quand même cette situation et de te maintenir dans le couple par rapport à cette unité familiale. Je m'en suis beaucoup servie. En fait, quand les enfants n'étaient pas sages ou faisaient des bêtises, je leur disais attention, je vais le dire à papa. Et comme papa, quand il était à la maison ou qu'il avait bu, il était désagréable, il avait plus de poids. En fait, son autorité avait plus de poids que la mienne. Moi, je les ai élevés, je m'étais arrêtée pour les élever, et du coup, quand une maman est toujours à la maison, l'autorité, c'est pas toujours ça. Et je disais toujours attention, je vais le dire à papa. Ça m'a aidé. Oui, je comprends. Ça m'a aidé dans l'éducation de mes enfants. Je comprends. Et du coup, est-ce que, c'est pas un sujet qu'on peut aborder normalement dans l'émission, mais enfin, est-ce qu'avec tes enfants, pour aborder un peu la sphère des enfants, vous en avez parlé, vous en discutez de l'alcoolisme de leur père? Est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce que c'est un sujet ouvert? Non, il n'y a pas de tabou à la maison. Il n'y a pas de tabou à partir du moment où un enfant pose la question, il peut entendre la réponse et il le voit. Donc en fait, on en parle. D'accord. Ils savent, ils ont des âges différents maintenant, mais ils savent, ils le voient et ils l'acceptent. La dernière, elle essaye encore de changer son père. Elle essaye beaucoup. C'est la seule sur les trois à en parler librement avec son père et lui dire papa, je voudrais que t'arrêtes. Papa, c'est important. Bon, ça sert pas à grand chose, mais au moins elle le dit. Et ça lui fait du bien à elle de lui dire. On en parle. Alors, on n'en parle jamais tous les 5. J'en parle moi avec les enfants de mon côté et eux avec lui s'ils veulent. On n'a jamais fait de table commune pour aborder ce sujet. Non, ça nous a jamais traversé l'esprit. Et alors, moi, ce que je me demande, c'est de vivre avec, parce que cet alcoolisme, c'est le reflet d'une énorme souffrance intérieure qui l'amène avec lui partout. Oui, certainement. Quand tu vis avec une personne qui est dans une souffrance aussi importante, parce que finalement se détruire par l'alcool, c'est quand même très révélateur. Ouais. Comment ça t'impacte, toi, de voir une personne se détruire comme ça au quotidien? Ça me fait mal. Ça me fait mal pour lui. Ça me fait mal pour nous. Ça me fait de la peine de voir ce qu'il fait. Et à de nombreuses reprises, j'ai essayé de lui dire il faudrait que tu en parles à quelqu'un. Moi, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. Et je lui ai dit, tu devrais en parler. Alors, il y a des réunions, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a de tout, en fait. Il y a un énorme panel de spécialistes pour aider les personnes qui ont un problème avec l'alcool ou une autre addiction. Et j'ai essayé en lui disant, t'es pas obligé de nous en parler, t'es pas obligé de nous le dire si tu le fais, parce qu'il peut ressentir ça comme une faiblesse. Et en fait, pour lui, il m'a toujours dit, je peux pas, je veux parler à personne. Un jour, il m'a dit, je parle pas de mes problèmes à ma femme, alors je vais certainement pas en parler à un inconnu. Mais j'ai essayé de l'aider parce que quand on aime quelqu'un, ça fait de la peine de le voir s'autodétruire comme ça. Donc toi, tu ressens une grande tristesse. C'est vraiment, c'est l'émotion principale qui t'accompagne dans cette vie de couple par rapport à ton partenaire et à ce qu'il traverse. C'est la tristesse. Alors honnêtement, ça l'a été. Moins maintenant, parce que je veux pas vivre dans ça. C'est moins maintenant. J'en suis arrivée à me dire, tant pis pour lui. Je veux pas moi être. C'est déjà difficile de vivre avec quelqu'un qui boit. Je veux pas en plus prendre sa souffrance sur mes épaules. D'accord. Donc maintenant, je me suis un petit peu éloignée de tout ça. J'ai pris de la distance par rapport à lui et voilà, je vis librement de mon côté. Je travaille, je m'occupe de mes enfants, de ma maison, je fais toutes mes choses et je pense pas forcément à lui. D'accord. Tant pis. D'accord. Tu dis maintenant parce que du coup, ça a été un cheminement. Il y a dû y avoir un lâcher prise. Bien sûr, quand on aime quelqu'un, évidemment qu'on s'arrête pas comme ça, c'est pas possible. Mais j'ai tellement essayé, j'ai tellement eu d'espoir déçu et de frustration que j'ai dû moi beaucoup travailler sur ça. Ça a été dur pour moi de voir que je pouvais rien faire pour aider l'homme que j'aimais. Et on peut rien faire, c'est lui qui doit faire son travail. Mais c'est ça, c'est pour lui-même. Mais c'est intéressant parce qu'on va peut-être rester ensemble pour le prochain sujet si tu en as envie. C'est effectivement pas tout de suite, on va pas l'aborder tout de suite, mais le prochain sujet c'est l'envie de changer l'autre dans le couple. Donc effectivement, je pense que quand on a une personne qui est en grande souffrance, on a une grande envie de lui montrer la possibilité de s'en sortir, de lui montrer comment il pourrait, en faisant ça, en allant voir telle personne, il pourrait éventuellement aller mieux. Donc ça, je pense que c'est un écueil qui est difficilement évitable, en tout cas au début de la relation quand on est avec une personne addicte. Après, a priori, voilà, toi tu dis que tu as pris du recul. Mais
Mais effectivement, je sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, c'est intéressant sur le sujet qui va arriver de dire voilà, quand on voit une personne en souffrance, on a envie de le changer, et en fait, à un moment donné, on se rend compte que voilà, c'est ça. Si l'autre n'est pas dans cette perspective d'évoluer, de se libérer de son mal-être et de prendre le taureau par les cornes, la personne en face, elle va s'éreinter. Et ça peut durer des années. Et peut-être que toi, c'est ça. Ça fait 20 ans qu'effectivement, tu as une personne qui... Bien sûr, ça dure des années. Et c'est difficile. Il faut savoir se protéger de ça. À vivre et à supporter. Parce qu'on se fait du mal à nous-mêmes aussi. Bien sûr. On se fait du mal à nous. Ok. Écoute, Lauriane, merci beaucoup pour ce moment d'échange, pour ce beau témoignage. Je t'en sur prie. Effectivement le fait de vivre avec un partenaire qui a une addiction importante et voilà, et comment tu gères toi aujourd'hui ton quotidien face à cette personne qui est en souffrance, qui te fait souffrir par son addiction, c'est certain, mais qui est aussi en souffrance. Donc c'est un art délicat pour trouver un équilibre dans cette relation. Écoute, pour l'instant, donc voilà, ce que je propose aux auditeurs, c'est qu'effectivement on va basculer ensuite sur l'autre sujet qui est la volonté de changer l'autre, souvent quand on est en relation. L'envie de l'amener vers quelque chose qui nous correspondrait plus. Voilà, donc si vous avez envie de témoigner sur ce sujet, c'est le 06 15 94 36 51. Lauriane, on peut rester en